et bienvenue dans En Intervalle, le podcast sur l'animation sous toutes ses formes. Je suis Agathe Presselin et avec moi aujourd'hui, Simon Eyus, Chalut. Alexandre Caudal Salut. et Maude Gassel. Salut. Dans cet épisode, on va se pencher sur un film qui est, entre autres, un faux récit d'une fausse enfance, avec une fausse mission sur la Lune, mais le tout avec de vraies images. Le film, c'est Apollo 10,5. Apollo 10,5 est un film de Richard Linklater, sorti en 2022, non pas en salle, mais sur la plateforme de l'entreprise Netflix, qui est aussi, en plus d'en être le distributeur, l'une des instances de production. C'est la troisième fois que l'on parle de Linklater, et ce qui est tout à fait logique, puisqu'on avait pris la décision il y a quelques mois de se pencher sur les 3 films d'animation qui émaillent la filmographie de Linklater. Donc on avait sorti un premier épisode il y a quelques temps sur Waking Life, un film sorti en 2001. On a poursuivi avec A Scanner Darkly, un film sorti en 2006. Et on continue et on clôt normalement aujourd'hui avec ce film de 2022. Les 3 films ont en commun de faire un usage massif de la rotoscopie, ce qui leur confère une certaine unité, même si je pense qu'on va le voir, mais il y a quand même des grosses différences. Et si vous avez écouté les 2 épisodes précédents, vous êtes désormais incollable sur le sujet de la rotoscopie, mais au cas où que vous êtes quelqu'un qui passe juste là par hasard, je vais essayer du mieux possible d'en faire un rapide exposé. La rotoscopie, c'est une technique qu'on trouve parmi d'autres dans le cinéma d'animation, et elle se déroule généralement en 2 temps. Dans un premier temps, il va y avoir un tournage en prise de vue réelle, où on va faire jouer par des actrices une scène ou autant de scènes souhaitées. À ce moment-là, on obtient un premier film, donc soit un premier film sur pellicule, si on est dans le cadre du cinéma argentique, soit un film encodé dans le contexte du cinéma numérique. Et ce premier film, on va le faire défiler image par image, en restant sur chaque image autant de temps qu'il est nécessaire pour que l'animatrice puisse redessiner chacune de ces images. Et on obtient alors un deuxième film, entièrement dessiné à la main, soit avec des outils traditionnels, soit avec des outils numériques, qui est comme une sorte de décalque du premier film. Bien sûr, la notion de décalque, elle est parlante pour s'exprimer à l'oral, mais elle est sans doute inexacte, puisqu'elle laisse entendre que le second film est une reproduction fidèle du premier. Or, puisque ces moyens de production sont ceux du dessin, puisqu'une main a agi, puisqu'une individualité ou une pensée s'est activée lors de cette opération, le second film est une œuvre à part entière et elle a une existence autonome, et c'est notamment des choses qu'on avait pu explorer en parlant de Waking Life, et peut-être un peu aussi en parlant de Scanner Darkly. Donc les 2 premiers films que je viens d'ailleurs de citer de Linklater avaient été mis au point avec un logiciel précis, Rotoshop, et ce logiciel c'était un logiciel mis au point par Bob Sabiston, avec qui Linklater collaborait sur Waking Life, et avec qui il était censé collaborer sur Scanner Darkly, même si ça s'est pas très bien terminé. Les 2 films utilisaient la même technique, la rotoscopie, le même logiciel, Rotoshop, le même collaborateur de Linklater, Bob Sabiston, et pourtant ils étaient un peu comme opposés. On avait un film qui était Waking Life, tourné avec des caméras légères, un tournage presque amateur, il y avait une hétérogénéité affichée de l'animation, la volonté de rendre visible le travail collectif des animatrices, et une mise en avant de l'individualité de chacune d'entre elles, et puis même parmi les animatrices des gens qui étaient amatrices dans le champ de l'animation. A l'inverse, avec A Scanner Darkly, on avait une animation qui répondait à un certain cahier des charges, une charte de style presque, qui effaçait le travail d'équipe et de la fabrication et qui, quelque part, mettait en souterrain la nature composite des plans pour afficher une sorte de style fidèle à lui-même au fur et à mesure du déroulement des plans. Globalement, pour le dire rapidement, avec Waking Life, on avait un film de cuisine et avec Scanner Darkly, on avait tout à coup un film de gros studio. Et un peu pour annoncer les points, Waking Life, à l'exception d'une personne, avait globalement remporté le vote d'affection d'à peu près tout le monde ici. Scanner Darkly, ça avait été un match absolument terrible, personne à l'époque n'avait aimé, sachant que là aujourd'hui on a quelqu'un qui aime ce film, en la personne de Maude, simplement elle n'était pas là pour s'exprimer lors de l'épisode où on a clairement enterré Scanner Darkly. Mais ce qui m'intéresse un peu avec le fait d'avoir un 3e film en Apollo 10,5, c'est que finalement ça va nous permettre de peut-être sortir un petit peu de cette binarité, de peut-être creuser une 3e voie, et puis de reparler de la rotoscopie, mais peut-être pas à l'aune de Rotoshop et de Sabiston. Bon, pour le meilleur ou pour le pire, ça c'est encore une affaire de suspense.
Pour faciliter la suite et peut-être pour laisser entendre un peu ce que moi je peux penser du film, je vais un peu résumer l'histoire et puis après je passerai la parole à mes camarades. Apollo 10 et demi, c'est un film qui se base très clairement sur les souvenirs d'enfance de Linklater, qui a grandi dans les années 60, près de Houston, dans le Texas. Et le film, il se déroule spécifiquement en 1969, mais il ne cesse d'accumuler des récits, des références et des images qui s'étalent, elles, sur toute la décennie des années 60. On pourrait quand même poser deux bornes historiques assez parlantes pour délimiter le corpus de réminiscences et d'archives que ne cesse de convoquer Apollo 10,5. La première borne, ce serait l'année 1962, quand la NASA établit à Houston un de ses centres principaux, qui est le Main Spacecraft Center, pour mener à bien la conquête spatiale, qui consiste alors en gros pour les États-Unis à aller sur la Lune. Et l'autre borne historique, ce serait l'année 1969, qui est l'année d'Apollo 11, soit la mission au cours de laquelle trois hommes, Neil Armstrong, Buzz Aldrin et Michael Collins, se retrouvent en orbite lunaire, puis, pour deux d'entre eux, marchent sur la Lune. Le film de Linklater, il va s'intercaler dans une faille, dans une déchirure de la chronologie réelle, entre guillemets, des événements, puisque Apollo 10,5 serait le nom d'une mission secrète qui se passe juste avant Apollo 11, au cours de laquelle un enfant, Stanley, qui est le personnage principal, est envoyé sur la Lune et est en fait la véritable première personne à poser les pieds sur le satellite. Il y a une première enfance dans Apollo 10,5, qui est celle de Linklater et qui s'incarne dans le personnage et les souvenirs plus ou moins romancés de Stanley, assez jeune et qui est le cadet de trois sœurs et deux frères. Et il a un père qui travaille au fameux centre que j'ai évoqué de la NASA. Et puis, il y a comme une seconde enfance qui est celle d'une époque et qui consiste en une profusion, une diffusion et aussi peut-être un déclin déjà contenu dans l'ébullition. Finalement, il y a une espèce de développement dans le film, le développement d'un tissu et de plusieurs natures. Un tissu qui va être géographique, avec la naissance d'une immense banlieue pavillonnaire en périphérie de Houston. Un tissu qui est aussi socio-professionnel, avec le père du narrateur. Au final, ce qui est représenté, c'est quand même toujours un peu la même classe moyenne, blanche, celle de la famille de Linklater. On a aussi un tissu avec de la publicité, des séries qui semblent émaner presque directement du centre spatial, qui déroule un imaginaire, à la fois l'aube et le déclin de tout un système de consommation, de représentation et de figuration. Maintenant, ce qui va m'intéresser, c'est de me tourner vers mes chers amis spectatrices de ce même film, déjà pour leur demander s'ils ont découvert le film ou s'ils l'ont revu, est-ce que le film est une bonne découverte ou bien était une chouette occasion de revoir un bon film ou pas du tout. Et est-ce que éventuellement vous avez une sorte de top 3 des films en rotoscopie de Linklater ou bien est-ce que vous mettez Apollo 10,5 vraiment à part des deux précédents. On va commencer peut-être avec Simon. Déjà, je suis content parce que ça veut dire qu'on a vu le même film, puisque cette idée de classe moyenne, de consommation, d'une espèce de culture américaine qui s'est mise en place dans les années 60, c'est quelque chose que j'ai effectivement retrouvé dans le film. Par rapport à la place du classement, bah, tout en bas, vraiment. Scanner Darkly, pour moi, ça avait été un ennui profond suivi d'un désintérêt par rapport à l'histoire tarabiscotée qu'il se racontait. Mais au moins, il y avait une histoire intéressante. Je trouve que c'est un film qui est effrayant, tellement il a rien à raconter et qu'il ne cesse d'accumuler des images, des produits et des expériences comme une liste de courses. J'ai eu l'impression d'être passé devant les étalages d'un gigantesque supermarché. Il y aurait la section jouets, la section télévision, la section petits souvenirs d'enfance comme des petites cartes postales. Et j'ai pas eu l'impression d'avoir réellement ce que j'aime dans les biographies, c'est-à-dire un récit sensible où, avec la personne, je découvre une part de son enfance et j'ai plutôt eu l'impression d'une sorte de listing qui est par ailleurs une forme que je trouve extrêmement facile. Ça me rappelle un livre d'Édouard Levé qui consiste en une accumulation de petits trucs comme j'aime me frotter en portant un manteau, je n'ai jamais eu d'expérience homosexuelle. Ce listing-là, il y a des gens qui sont extrêmement touchés par le V et je peux peut-être le concevoir parce que c'est des choses qui donnent envie de faire ses propres récits, de se dire OK, dans mon enfance, qu'est-ce qui a compté? Ce qui a compté dans cette accumulation de choses, pour le lecteur, il y a quoi? Eh ben, il y a pas grand-chose si ce n'est une espèce de nostalgie servie sur un plateau. Et j'ai pas eu l'impression, par exemple, que cette deuxième histoire sur l'astronaute était un moyen de diverger de ça. Et je pense que le réalisateur en a conscience, puisque quand il va narrer un espèce d'avant, c'est-à-dire que la manière dont le film est construit, c'est qu'il y a une première partie où on dit à l'enfant
oui, il y a une mission secrète, ne parler à personne. Et pendant qu'il fait son entraînement, il va y avoir un flashback sur toute son enfance. C'est des choses qui ont absolument aucun rapport direct, mais qui ont un rapport avec le contexte dans lequel est placé l'enfant. Du coup, j'ai vraiment l'impression que l'histoire est une sorte de prétexte à cette accumulation de choses. Et j'ai quand même eu l'impression d'une sorte de prise d'otage à travers une enfance que je trouve tellement inintéressante. J'aurais peut-être des choses plus gentilles à dire quand on abordera l'animation, mais j'ai vraiment pas bien vécu ce film. Je pense qu'effectivement, on revient directement après sur l'animation, une fois qu'on aura énuméré nos avis. Après, moi, il y a des choses qui m'intéressent déjà, Simon, notamment sur la manière dont tu vas percevoir une certaine nostalgie, et je serais très heureuse de revenir dessus par la suite. Donc, en fait, je vais finalement être la réponse que fait la RATP aux gens qui se plaignent du service. Pour continuer, et toujours assez stratégiquement, je vais demander à Alexandre d'enchaîner, parce qu'il me semble que toi non plus, ça n'a pas été la meilleure partie de ta vie ces derniers temps que de voir ce film. C'est pas non plus le pire film que j'ai vu, mais c'est vrai que je suis le deuxième détracteur du panel. C'était une redécouverte pour moi parce que j'avais attendu ce film quand il était sorti sur Netflix, étant donné que je gardais encore un très très bon souvenir de Waking Life et Scanner Darkly que j'avais pas revu depuis très longtemps au moment où le film était sorti. Pour ce qui est du classement, je pense que je suivrai Simon, même si je suis pas sûr que ce classement m'intéresse beaucoup. L'utilisation de la rotoscopie est à chaque fois renouvelée dans sa production, dans sa configuration des équipes, aussi dans l'écriture des projets. Qu'on a un projet sur le rêve, un second sur la paranoïa et un troisième sur le fantasme et les souvenirs, pour dire les choses très très vite. Pour ce qui est de Apollo 10,5, j'avais un peu lutté dès le premier visionnage face à cet inventaire aussi, d'autant que la rotoscopie permet de lier tout ça. Il y a une bonne part du film qui est un montage d'archives, et je sais que ça c'est quelque chose, notamment dans le documentaire, qui, la plupart du temps, sauf à de rares exceptions où c'est brillant, me plonge dans un désarroi assez complet. Bon, c'est des images comme ça à différencier. Bon, il y a une sélection qui peut être intéressante, mais ça tient assez souvent du rapiècement. Et je trouve que là, on est un peu dans une espèce d'universalisme du souvenir. J'ai du mal à oublier en fait que le film est produit par Netflix à ce moment-là. Après, il y a ces moments d'enfance qui appartiennent plus à Linklater, j'ai l'impression. Et je suis pas d'accord avec toi, Simon. Je trouve cette enfance au contraire vachement intéressante, justement parce qu'elle a quelque chose d'un prototype de ce que c'était qu'être un enfant dans les suburbs américains de Houston dans les années 60, peut-être un peu trop prototypé, et c'est là, je trouve, que le bas blesse. Cette nostalgie qui n'appartient à personne et qui n'a pas non plus de recul critique me gêne pas mal. On se retrouve en fait avec un film qui me propose d'être nostalgique d'une époque, de gestes, d'anecdotes, de taches de goudron sous les pieds, de punitions à l'école. Ça tient un peu de l'inventaire. La suburb, je veux bien croire que c'était ça, mais Houston à cette époque-là, c'était pas que le Space Age, c'est plus ce vernis qu'il arrive à très bien décrire. Mais en termes de description d'une époque, je trouve qu'il y a une certaine forme d'aveuglement que le film finit par accuser à la fin, en revenant sur le Vietnam, les revendications des droits civiques. Peut-être même d'ailleurs, je pense à la fin du film, la vacuité de la course aux étoiles. Le film m'excède un peu au bout d'un moment dans l'énumération, finit par un peu m'ennuyer. Je sais qu'à chaque fois, je l'ai regardé en 2 fois. Et je suis vraiment pas trop conquis. Ok, très bien. Donc maintenant, on a eu les deux personnes qui clairement constituent la team à abattre pour Maud et pour moi. En vérité, il y a plein de choses que je comprends absolument et que peut-être je rejoins de manière assez paradoxale. Mais du coup, pour le moment, je propose que nous écoutions ton avis, Maud. Maud qui n'était pas là les 2 épisodes précédents, mais je pense que ça va pas t'empêcher de dire des choses intéressantes et chouettes sur ce film. Voilà, moi j'étais pas exactement là pour les précédents épisodes et j'ai pas vu Waking Life, donc pour le top 3, ça va être difficile pour moi de top 3iser Apollo 10,5, mais en fait je pense que je le mettrais en 1 parce que j'aime beaucoup Scanner Darkly et j'aime beaucoup aussi Apollo 10,5. Et ce qui est intéressant, c'est que je pense que je l'aime, Apollo 10,5, pour les mêmes raisons que vous ne l'aimez pas, Simon et Alexandre. Notamment sur cette question d'un récit américain, d'une accumulation d'images, de produits. Simon, tu parlais de cartes postales, une accumulation de références très américaines, etc. Et toi, Alexandre, tu parlais d'une nostalgie qui appartiendrait à personne, etc., comme un défaut. Et au contraire, moi, ce qui m'intéresse dans le film plutôt, c'est ce récit qui n'est qu'une accumulation de petites cartes postales, d'éléments de pop culture qui sont censés constituer une identité américaine, ou celle d'un adolescent américain qui grandit dans les années 60 et qui se construit un imaginaire, mais qui en même temps est quelque chose de complètement falsifié. Agathe, tu parlais de faux récits, mais avec des vraies images au début. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi de fausses images, puisque c'est rotoscopé. Le procédé recouvre plein d'images,
changent leur nature aussi. Et je trouve ça intéressant, dans le scénario, je sais pas moi, ça commence directement par des photos qu'on va falsifier. Les services secrets contactent le personnage principal et vont lui dire: «Bah, voilà, tu vas t'entraîner pour, aller te poser sur la lune, mais on va pas le dire à ta famille, on va faire en sorte que, tu sois dans un camp de vacances, je ne sais plus où». Et là, il lui montre toute une série de photos où il est présent, en train, je sais pas, de faire du tir à l'arc, de, draguer une meuf, dormir dans une auberge. Des photographies qu'on va lui présenter comme des sortes d'alibis. Et donc ça, c'est dès les 5-10 premières minutes du film, on va directement commencer le film avec des images qui sont des montages photos, quoi, des falsifications. Et moi, je pense que le film, en fait, s'interroge vachement là-dessus. L'idée que c'est un récit qui est construit en direct, un petit peu, par un enfant qui raconte avec sa voix très subjective et qui pointe aussi toutes les incohérences, les impensés, tous les angles morts de sa propre vision d'adolescent, parce qu'en fait, il est complètement protégé, il est dans un cocon complet, il est dans une suburb, enfin dans une banlieue américaine, très blanche, etc. C'est mentionné dans le scénario à certains moments, mais tu vois, il parle du fait que il voyait jamais trop ce qui se passait et que tout ce qu'il ne voit du monde réel passe par la télévision, passe par de médiums comme ça, qui va tout déformer, tout grossir, tout reformuler, en fait. J'aime bien cette manière que le film a de montrer un récit que le personnage se raconte à lui-même, tout en sachant que ce récit, c'est une sorte de fiction. Ce qui m'intéresse, c'est cette fiction américaine, cette construction de l'identité états-unienne blanche, qui repose en fait sur rien de concret, qui repose sur quelque chose de très consumériste, qui repose sur quelque chose de très fabriqué. Donc il y a vraiment cette idée d'un espace mental ou d'un récit adolescent. C'est comme si on adoptait la perspective et la subjectivité du personnage principal, mais qui est une subjectivité du coup complètement américaine et qui n'est absolument incapable de penser ce que toi, Alexandre, tu reproches peut-être au film de ne pas être critique. Tu dis que c'est une nostalgie qui appartient à personne et qu'il n'y a pas de recul critique. Je pense que c'est précisément cette absence de recul du personnage principal et de cette vision des États-Unis qui n'est pas du tout remise en question. C'est-à-dire qu'on ne va pas montrer les horreurs de la guerre du Vietnam aux États-Unis, on ne va pas voir le napalm, etc. Mais en fait, nous, en tant que spectateurs et spectatrices de 2022, quand on voit ce film, on est très consciente de tout ça. On a vu, parce que le film est très cinéphile, et en fait, on a vu les films qui dénoncent la guerre du Vietnam, etc. Enfin, on s'intègre, nous, dans cette sorte de grand récit, et en fait, on est capable de prendre ce recul-là. Et le film, en fait, par sa mise en scène de tout un tas de choses qui sont très factices, nous encourage, je trouve, à prendre du recul et à considérer ce récit-là comme un récit qui est faux et qui est un fantasme. Et ce qui est intéressant, c'est que dans toute l'histoire, on ne sait pas vraiment finalement, puisque l'opération 10,5, elle est top secrète, il n'y a que le personnage principal qui sait qu'elle s'est produite. Et du coup, en fait, on est obligé de prendre son mot, sa parole comme véridique. Et en fait, évidemment que c'est faux. Enfin, en fait, on ne peut pas le savoir et c'est assez rigolo. C'est pas révolutionnaire, hein, évidemment. Linklater, il fait dans ce film-là, il fait pas en mode oh là là, je vais repousser les limites de la fiction et de la réalité. Genre, le film sait un petit peu où est sa place et le film est un film de divertissement. Et c'est d'ailleurs aussi une de ses grandes qualités. Moi, je trouve que le film a un rythme, une manière d'être raconté qui rejoint vraiment les trucs de teen movie américain. Il y a toujours quelque chose qui se passe, il y a toujours cette voix off comme ça qui vient rythmer, qui vient faire que le film n'a aucun temps mort dans sa narration, qui moi me prend complètement le rythme du film. Moi, dès que je le commence, contrairement à toi Alexandre, j'ai jamais regardé le film en 2 fois. Le film, je trouve qu'il a un flux et un rythme qui fait que tout de suite, dès qu'on commence à le regarder, on est pris d'un coup dans une sorte de fiction américaine, celle d'un scénario d'un film mainstream de teen movie. Et après, ce qui est intéressant, c'est que Linklater, il va encore plus enfoncer le clou avec cette question de la rotoscopie, cette idée de recouvrir des images plus ou moins réelles d'un vernis. Et ce vernis-là, c'est le vernis d'animateurs qui vont derrière réinventer une deuxième image. C'est-à-dire qu'à partir de la première image, il y a la prise de vue dite réelle qui va capter une forme de réalité, entre guillemets, d'acteur en tout cas. Et après, il y a des animateurs qui derrière vont, je sais pas moi, changer la couleur des arbres, changer la couleur de l'herbe, changer la tête des acteurs, changer la manière dont ils vont bouger selon ce qui convient aux besoins du film. Et je pense que la rotoscopie, c'est la technique qui est vraiment adaptée pour ce genre de récit, en fait, qui est un récit purement mythologique, complètement fantasmé, et en fait qui est donné comme faux d'emblée et qui est donné comme partiel et subjectif d'emblée, en fait. Et je trouve ça très intéressant. Pour moi, Linklater, quand il fait Apollo 10,5, il fait un film extrêmement subjectif. Qu'est-ce qu'un adolescent de 14-18 ans retient de cette décennie-là? En fait, il retient quelque chose qui est complètement recouvert d'un vernis, et qui est en fait le vernis des années 60 aux États-Unis. En fait, aujourd'hui, on a une image très pop des États-Unis, on a les hippies, les Beatles, etc. On a toute cette image assez positive des États-Unis des années 60 dans l'imaginaire commun, et qui pourtant, en fait, était une époque qui était hyper anxiogène. Il y avait la guerre froide, il y avait des gens qui se baissaient sous les bureaux parce qu'ils avaient peur des bombardements, etc. Il y avait des gaz neurotoxiques qui étaient mis dans les maisons pour se débarrasser d'un seul cafard, mais du coup, c'était hyper dangereux. Le personnage est tellement pris dans les États-Unis qu'il n'a aucun recul possible sur la place des États-Unis, le récit qu'on lui raconte. Mais Linklater, lui, en 2022, parce qu'il vient avec la rotoscopie, il vient ajouter ça et il vient nous dire voilà, on regarde un film d'animation, la fiction que je suis en train de vous raconter, c'est une fiction, mais du coup, est-ce qu'elle est réelle ou pas? Et ça nous permet de je trouve, sauver le film de tout ce que vous lui reprochez,
à l'endroit même où vous lui reprochez. Oh, ouais, c'est super, merci Maud, parce que j'ai l'impression que tu as fait une espèce de note d'intention du film. Après, là, du coup, tu as commencé à dire énormément de choses, même théoriquement, même techniquement, etc. Du coup, peut-être qu'on peut redérouler un peu. Bon, après, c'est pas un match, cette émission. Là, clairement, Maud vient de reprendre la balle. Je comprendrais que quelqu'un d'autre la reprenne. Il y a des points sur lesquels tu reviens qui sont pas exactement une négation directe de ce que d'autres ont pu évoquer, etc. Et c'est ça qui fait que le film est assez bizarre. Moi, j'ai l'impression que, par exemple, si j'aime le film, c'est pas du tout pour des bonnes raisons. Je crois pas que le film soit un film irréprochable. Évidemment que Linklater, parce que on a pu voir d'autres films de lui, parce que c'est Jack Black qui fait la narration, quand même une espèce de voix de l'ironie, de la dérision, etc., qui, quelque part, avance déjà que le discours, il n'est pas forcément au premier degré, même si après, on peut avoir des problèmes globalement avec cet acteur, ce qu'il incarne, etc., par moment, notamment dans Rock Academy, et ce n'est pas du tout le sujet de cette émission. Donc je pense que le film a une certaine conscience, une certaine critique de ce qu'il fait. Je pense que le film sait par exemple qu'il fait l'impasse sur la guerre du Vietnam, parce qu'en fait finalement il fait l'impasse sur quelque chose qui a tellement été une impasse dans le foyer, dans le milieu, etc. dont il parle. Quoique il faudrait peut-être revoir aussi ça plus subtilement, mais parce qu'il n'y a jamais vraiment d'impasse des choses. Les choses sont mises dans un endroit, elles sont poussées quelque part, mais elles sont jamais réellement ignorées. Là, le film, il ramène un peu la guerre du Vietnam, mais vite fait, et il la ramène de manière pas du tout héroïque. Il va le ramener dans la rébellion un peu adolescente de la fille aînée de la famille, qui va à la fois dire à ses parents vous êtes un peu nuls de cautionner ça, etc. Mais en même temps, c'est juste du blabla, un peu d'adolescent, etc. Bref, le film est assez conscient, je pense, du discours par moment qu'il délivre, de quelles sont les voix qu'il porte, etc. En même temps, je pense que le film est assez crétin à d'autres niveaux, mais en même temps, je ne crois pas que Linklater soit exempte d'une certaine créativité en général. Donc, moi, personnellement, c'est un truc avec lequel je fais. Mais tout ça pour dire que j'ai l'impression que le film est un peu bête, parfois de manière consciente, parfois non. Et après, on prend ou on prend pas. Et pour revenir sur la rotoscopie, moi, je l'aime beaucoup cette rotoscopie, mais je la trouve pas hyper intelligente. Mais peut-être que je peux déjà dire quelques mots. Il n'y a pas non plus 1000 données sur le film, mais il y a beaucoup de choses qu'on peut deviner assez aisément, que ce soit par des entretiens ou que ce soit juste en regardant le film. Déjà, il y a ce que tu as dit, Maud, qui est très intéressant, c'est que sont rotoscopées des images d'archives, sont aussi rotoscopées des publicités, sont aussi rotoscopées les films que les enfants vont voir, sont aussi rotoscopés quelques bouts de films de famille. Et tout ça, c'est assez intéressant parce qu'on n'avait pas ça dans les deux autres films de Linklater. Les deux autres films, il y avait vraiment un tournage de première main en prise de vue réelle sur lequel Linklater avait la main, etc. Une sorte de original parfait par excellence, selon l'idée qu'on se fait d'un original. Là, c'est pas vraiment le cas. On a beaucoup d'images de seconde main, du phone footage peut-être. Après, ça se fond très facilement avec le reste. Il y a un premier point qui est, moi à mon avis, on peut pas trop se dire qu'il y a un choix des animateurs, etc., dans la manière dont ils vont rotoscoper ces films d'archives, etc., parce que c'est fait à la limite du maniérisme. Quand les images de l'archive, par exemple, si c'est des vieux films, si le film original, la pellicule, etc., est piqué, la rotoscopie reproduit ce picotement. Je suis pas sûre qu'il y ait une grande conscience de l'archive, de l'image, au moment où la société de production, au moment où le studio Submarine qui fait la rotoscopie, au moment où Linklater, au moment où son producteur, au moment où tout le monde se dit «Oh, on va faire ça», je suis pas sûre qu'il y ait une grande conscience ou une grande décision artistique. Mais par contre, c'est un peu intéressant dans le sens où ça détourne l'attention que la rotoscopie décalque une espèce de tournage original. Bah là, en fait, la rotoscopie, elle va décalquer un matériel, elle va en décalquer la détérioration, etc. La rotoscopie, ça a toujours été ça. La rotoscopie, ça a toujours été un décalcage d'un certain matériel. Là, tout à coup, cette idée-là, elle est mise en valeur par le fait qu'elle est appliquée au premier degré. Et l'autre point intéressant du film, c'est que depuis tout à l'heure, moi, je parle d'autres films de Linklater où il y a un tournage en prise de vue réelle qui est fait, où tout est décalqué, etc. Là, c'est le cas, mais pas vraiment avec ce film-là, parce que l'autre caractéristique, on va dire, entre guillemets, de la rotoscopie dans ce film, c'est qu'il y a bien eu en prise de vue réelle des tournages avec les acteurs qui interprètent les personnages, mais la plupart de ces choses-là ont été tournées sur fond vert. Donc en fait, la rotoscopie ne s'applique à ce moment-là qu'aux figurants, qu'aux acteurs, etc. Et tout le reste, c'est-à-dire les décors, l'animation même de ces décors, les paysages, les objets, tout le reste, même la couleur de ces personnages, les motifs qui les habillent, tout ça, c'est fait à partir de zéro, c'est fait à partir d'une page blanche. Ça se noue évidemment avec la volonté du film absolue de recréer de A à Z
une époque, qu'ils réussissent ou qu'ils ne réussissent pas, et que ce soit un bon choix ou un mauvais choix. Mais ça aussi, je pense que c'est quelque chose sur lequel on peut relancer la conversation. Mais déjà, Alexandre, toi, tu voulais peut-être rebondir sur ces espèces d'images de seconde main rotoscopées, entre guillemets. C'est ça, parce que on l'a déjà vu, le Rotoshop de Sabiston autorise quoi, pas mal de variations de style et des expérimentations, des choses très étonnantes. C'était la première fois là que je le voyais employé, et c'était en particulier justement sur certains extraits d'images d'archives, des images de reportages de télévision sur Kennedy ou pendant les matchs de baseball, également sur certains extraits d'enregistrement des constructions des suburbs de Houston. C'est un rendu papier découpé où on va avoir comme un petit tracé blanc autour de formes du buste, de la tête, des bras, des jambes, des constructions qui sont autour des personnages. Ce traitement-là est réservé à ces images d'archives-là. C'est pas le cas de toutes. Les films que vont voir les personnages ont droit à un traitement bien plus détaillé, sophistiqué, comme s'il y avait quelque part une forme de compartimentation. J'oserais pas parler de hiérarchisation, mais dans le recours qui est fait des archives par les équipes, on sent cette espèce de retranchement. On retrouve un peu certaines choses qu'il y avait dans Waking Life ou dans les premières expérimentations de Sabiston, mais c'est retranché à cet espace-là. Comme ce que j'avais pu dire à propos de Scanner Darkly, je regrette dans ces deux films que les variations, les décalages se perdent ou alors soient à ce point rangés, si l'on veut. Qui n'est pas comme ça quelque chose de plus désordonné, qui m'avait autant emballé dans Waking Life. Mais c'est vrai, j'ai l'impression qu'on a été matrixé par Waking Life. Et je comprends tout à fait ce que tu dis, Alexandre, parce que moi aussi, les images d'archives, elles m'ont beaucoup excitée. Et en même temps, j'avais l'impression que c'était déjà un polissage d'un vrai travail d'intervention sur les images, comme dans Waking Life. Là, on est déjà plus dans un style qui se donne comme touffu. Et encore une fois, moi, c'est pas forcément quelque chose qui me dérange, mais je reste un peu sur le qui-vive de potentiellement modéliser, prototyper quelque chose. Simon, t'as fait un moment qu'on t'a pas entendu. Et peut-être sur l'animation, tu avais des choses à dire, gentilles ou pas gentilles. Je serais très heureuse de t'entendre. Concernant l'animation, j'ai effectivement des choses plutôt positives à dire, mais très en surface. C'est-à-dire que l'animation, je la trouve efficace. C'est-à-dire la compartimentation, elle est assez idiote, mais elle marche. Le réel qui est vécu par les personnages ou qui est imaginé par le petit garçon, quand il s'imagine dans l'espace, va être représenté avec effectivement des détails, avec un intérêt vraiment moindre en termes de technique d'animation comparé à Waking Life et A Scanner Darkly qui avait notamment dans la manière de représenter des couleurs quelque chose de flottant comme une peinture qui s'animait réellement avec les gestes de l'animateur qui est réduit à ce que j'avais dit d'ailleurs dans ma critique de A Scanner Darkly. On réduit ça à une forme de modélisation 3D qui va mettre des couleurs, des petites ombres et morceaux de peinture comme un modèle de personnage en 3D, comme dans les jeux vidéo. Et je trouve que ça enlève énormément de matérialité au film, même si cette matérialité, on la retrouve dans l'animation des personnages qui est évidemment très détaillée. Après, ça tend à rendre la rotoscopie un peu gadget parce qu'on ne se comprend pas trop pourquoi le film n'a pas été fait en prise de vue réelle. Tout ce qui est présenté dans le film aurait pu être fait en prise de vue réelle avec un petit peu d'effets spéciaux et d'huile de coude. Il y a quelque chose qui me gêne dans l'utilisation de cette rotoscopie, notamment dans les archives, parce que je les trouve vraiment très belles. Ça me rappelle quelques films expérimentaux que j'ai pu voir. Luxurance aqueuse, quelque chose comme ça, un film qui avait été présenté à Annecy, qui recourait aussi à des filtres qui étaient interposés à des images en prise de vue réelle et qui étaient faites aussi avec de la rotoscopie, qui donnaient des effets qui étaient assez similaires. Et cette manière de faire était mise au service d'un montage qui était aussi à sauter d'un endroit à un autre, sauf que Luxuriance aqueuse est un film expérimental. Pour Apollo Odyssey Demi, il s'agit d'un film très narratif, balisé par une voix off incessante. À ce niveau-là, je trouve que les archives sont là pour aplanir une réalité qui dérange peut-être un peu trop. Parce que cette réalité-là, ça peut être à la fois des images qui sont vues à la télé de personnalités publiques, mais ça peut aussi être des personnes qui se font tirer dans la foule. Cette manière de rendre tout ça neutre, comme si ces images-là étaient des photos qu'on verrait sur Instagram, qu'on ferait défiler au rythme de son doigt, me rappelle un petit peu l'usage douteux que Godard fait de ses archives dans, par exemple, le livre d'images, où il va intercaler un film de Lubitsch avec une propagande de Daesh. J'aime vraiment pas cette manière de les intercaler dans quelque chose qui serait unifié parce que ces images-là obéissent à un même flux, même si évidemment je cite des films qui sont plus dans l'expérimentation et dans l'avant-garde
que Apollo 10,5, mais ça me gêne d'autant plus dans Apollo 10,5 parce que c'est un film qui n'a jamais réellement de rupture, qui est dans un même flux. Et même ces images-là, qui sont pourtant terribles, vont jamais réellement être choquantes et vont juste être le décorum de cette classe moyenne. Et j'ai toute une théorie sur la manière dont Linklater représente dans tout son cinéma la classe moyenne, que j'ai envie de développer ensuite, mais je m'arrête parce que ça n'aurait pas de rapport direct avec la rotoscopie. J'ai très hâte d'entendre la théorie. Peut-être qu'effectivement, on peut voir si des gens ont envie de rebondir sur le sujet assez précis de la rotoscopie ou de l'animation en général dans le film. Moi, j'aimerais bien ajouter, je suis d'accord avec vous sur cette idée de l'image d'archive qui va être sur un régime d'image qui n'est pas le même que les images dites pas d'archives. Je pense que le film, dès sa production, il est pensé comme un film très mainstream, et effectivement, c'est le cas dans sa forme narrative ou dans sa forme visuelle. Et l'animation, par ailleurs, pour un film mainstream, est assez tape à l'œil ou expressive. La rotoscopie vraiment se met en scène comme étant très visible, contrairement à des documentaires qui utilisent la rotoscopie pour reproduire des choses qu'on ne peut pas montrer. Là, il n'y a pas du tout ça. C'est quelque chose de très identifié comme de l'animation numérique. Et moi, ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et il y a eu tout un discours à un moment, je ne sais pas si vous en rappelez, quand le film était sorti, il y a eu une controverse sur son éligibilité au sein de la catégorie de meilleur film d'animation aux Oscars. Et c'était vachement intéressant parce qu'en fait, on faisait un peu la guéguerre entre Avatar 2 contre Apollo 10,5. Vraiment, à ce moment-là, tout le monde s'est exprimé pour mettre en avant l'animation comme un acte de création très très fort. C'est-à-dire que Linklater a dit, voilà, mes animateurs sont des artistes, ils ont recréé quelque chose, mon film n'est pas un film de prise de vue réelle sur lequel on aurait calqué quelque chose d'autre, c'est un film d'animation. Après, ça c'est vraiment des éléments de langage qui s'intègrent dans une communication qui était celle des Oscars, mais ça trouve une sorte de résonance dans ce que vous disiez aussi. Est-ce qu'il a réfléchi, est-ce qu'il n'a pas réfléchi, est-ce que l'animation est un calque, est-ce que c'est une caution? Quand on prend le film comme un film très très mainstream, qui avait pour but de gagner un Oscar du meilleur film d'animation, il y a une sorte de performativité de l'animation qui, moi, me plaît, parce qu'elle nourrit cette structure du film comme faux témoignage. Et du coup, je vois pas trop ce que tu veux dire, Simon, quand tu parles du fait que le film aurait pu être en prise de vue réelle. Ça me paraît complètement absurde. Si le film avait été en prise de vue réelle, il aurait été complètement à côté de la plaque. Et c'est parce qu'il est en rotoscopie qu'il permet d'avoir la distance et le recul que moi, je lui trouve salvateur, qui me permet de, en tant que spectatrice, de me trouver une petite place. Cette rotoscopie-là, elle me permet de dire, ah ok, d'accord, c'est pas du tout un film qui parlerait d'une quelconque réalité. Et les images de violence qu'on va voir, ce sont les images de violence perçues par telle personne, recouvertes par tel vernis. Probablement que Linklater a une vision un peu bourgeoise ou un petit peu surplombante des classes moyennes. Je trouve que cette utilisation de l'archive, cette utilisation de l'animation, au contraire, elle permet de faire la part des choses, elle permet de mettre à distance, et elle est importante, et elle peut pas être balayée comme quelque chose d'accessoire ou de malheureux. Je pense qu'au contraire, elle est assez travaillée. Peut-être qu'elle est pensée de manière stupide. Je pense pas que le film soit très intelligent. À partir du moment où on a dit ce qu'on avait à dire sur le film, on peut pas y creuser indéfiniment. Le film n'a pas beaucoup de strates. Assez rapidement, on comprend ce qu'il essaye de faire. Et ce que tu disais, Agathe, soit on prend pas. Mais j'ai pas l'impression qu'on peut essayer de convaincre ou de trouver d'autres choses à des endroits inattendus. C'est probablement sa limite aussi. Mais moi, je suis très cliente de ça et je trouve que l'animation rotoscopée vient nourrir ces qualités-là du film-là. Donc sur la question très précise de la rotoscopie, ça m'intéresse. Et notamment sur cette idée de la rotoscopie qui a été vendue au public américain comme autre chose qu'un simple décalcage de la réalité, parce que c'est ce qui devrait le rendre inéligible aux Oscars, contrairement à Avatar, qui du coup se disait, moi je suis la réalité, regardez mes acteurs, ce sont de vrais acteurs, alors que Linklater, il a été en mode, non bien sûr que non, mes acteurs, ils ont joué, mais merveilleux travail de la part de mes animateurs qui ont refait le film. Après, c'est une position de com', hein, évidemment, et c'est pas forcément un résultat esthétique accompli par le film, ça on peut en discuter, mais... Ramener les Oscars dans l'équation est tout à fait pertinent. C'est pas juste de la com pour moi, c'est très conscient de la part de Netflix qui, d'année en année, essaye d'avoir des grands auteurs à présenter pour des cérémonies prestigieuses. Ils l'ont fait avec Del Toro et son Pinocchio, qui a par ailleurs raflé l'Oscar du meilleur film lorsqu'il a été présenté. Et le fait que Linklater présente son film et est même bataillé en quelque sorte, ça me paraît aussi pertinent parce que l'animation, comment elle est utilisée dans le film, c'est ce qui justifie son existence en tant que film d'animation, mais je pense que ça ne justifie pas totalement l'animation comme manière de raconter ce film-là ou cette histoire-là. C'est une affaire d'efficacité. Quelle technique marche le mieux pour intercaler des tas d'images façon catalogue de jouets pour enfants et pop-up qui apparaissent directement à l'image, l'animation? Qu'est-ce qui permet d'unifier le mieux des images pour faire quelque chose qui soit le plus fluide dans une sorte d'énumération continue? C'est l'animation. Qu'est-ce qui permet d'avoir quelque chose qui ne s'interrompt jamais? C'est l'animation. C'est-à-dire que ce qui permet une construction qui soit la plus efficace, c'est dans ce cadre-là l'animation. Et c'est quelque chose que l'on remarque également dans les documentaires qui se font dans l'animation. Valse avec Bachir, je trouve que c'est aussi un film extrêmement performatif. Mais c'est un film performatif qui va aussi utiliser l'animation pour faire des raccords impressionnants entre un plan et un autre, ce genre de choses. Même dans un film
Target, je crois. Non, Target, c'est le film de Peter Bogdanovich, mais sur le même événement, il y avait un film d'animation documentaire qui avait été fait, qui était, comme tu l'as dit, Maud, une manière de montrer l'immontrable du point de vue des victimes, mais qui avait aussi cette idée de l'animation qui va avoir quelques petites envolées graphiques que l'on retrouve un petit peu ici, même si je trouve que le film reste assez concret. Et ça, c'est quelque chose que j'aime bien pour le coup. Ça va être juste un moyen très concret de mettre en scène son dispositif de l'énonciation et de l'énumération. Et à ce niveau-là, c'est quelque chose que je trouve efficace, mais qui me gêne forcément quand on revient sur ces images d'archives, puisque, bon, Godard, effectivement, la comparaison est malheureuse parce que c'est pas la même chose. Apollo 10,5 me plaît pas trop parce que, pour le coup, dans cette idée d'efficacité, montrer des images d'archives qui seraient horribles s'il n'y avait pas ce filtre-là, ça me dérange un peu. Je voudrais juste ajouter une petite chose. Cette arlésienne là, de la définition de ce que serait ou ce que ne serait pas de l'animation aux yeux de l'Académie des Oscars et cette performativité de l'animation qu'on trouve au sein d'Apollo 10,5, c'était une réflexion que je me faisais au cours du film, c'est à quel point la performance professionnelle des équipes est évidente comme elle a jamais été pour un film rotoscopé de Richard Linklater. J'ai pas trouvé d'informations plus amples, des making-of, des choses comme ça, qui pourraient étayer cette idée que, au fur et à mesure que Linklater propose des projets et fait aboutir ces projets rotoscopés, on est dans quelque chose de plus en plus cadré. Je dois reconnaître que le film est très fin aussi. On n'est pas sur les mêmes blocs, sur les mêmes contours que l'on pouvait avoir dans le Scanner Darkly. Il y a des nuances sur la couleur des peaux, sur l'éclairage, sur des simples petites taches de lumière qui vont être assez remarquables, mais qui, dans le même temps, vont me laisser curieusement indifférent, curieusement insensible. C'est de la belle ouvrage, mais je suis pas époustouflé par cette performance. Ce qui fait que ça participe de la déception que j'évoquais plus tôt. Le cas des Oscars par rapport à l'animation, c'est aussi vieux, je crois que je me rappelle plus si c'est une légende urbaine ou pas, où ils avaient réellement tenté de faire concourir Bugs Bunny dans la catégorie du meilleur acteur. Mais j'avais entendu parler de ça. Bref, c'est vraiment une arlésienne. Pour Space Jam? Non. On parle des vieux cartoons, des cartoons classiques de la Warner. Je pense que je vais essayer de répondre à plusieurs choses qui vont faire comme tout ce qui tourne autour de ce film, ça veut dire ne pas vraiment contredire ce que vous avez avancé plus tôt. Il y a deux choses qui m'intéressent au moins dans le film. Déjà, je crois pas que ce soit complètement anodin que le film soit en rotoscopie. Je pense que, connaissant Linklater, il y a une part de flemme, parce que c'est visiblement ce qui avait quand même un peu dirigé son choix vers la rotoscopie pour Scanner Darkly. Et j'ai l'impression que si on creuse un peu au-delà de toutes les vidéos promotionnelles de Netflix qui sont soi-disant des making-of mais qui sont un enfer, je peux revenir dessus rapidement d'ailleurs, au-delà de ce qu'il dit, j'ai l'impression qu'on peut quand même comprendre que il a eu un peu la flemme de reconstituer les années 60 pour un film de 1h40 et on le comprend. Pourquoi pas? Mais déjà, moi, à la limite, ça, c'est pas un truc qui me dérange non plus, hein, si jamais les lecteurs voulaient le dire, franchement. Mais il y a beaucoup de vidéos de 7 minutes, soi-disant making-of, diffusées par Netflix, que vous pouvez retrouver sur YouTube et qui m'agacent un peu. C'est des vidéos qui sont un peu intéressantes, dans le sens où on voit Linklater diriger quelque chose, mais on ne voit pas le tournage qu'il dirige, parce que je crois que jusqu'à un certain point, c'est pas complètement assumable, cette idée d'écran vert. Je comprends pas exactement pourquoi, mais je pense que Netflix, que ce soit aux Oscars ou ailleurs, a une idée un peu de qu'est-ce que c'est que le cinéma héroïquement et qu'est-ce que c'est que le bon cinéma et qu'est-ce que c'est que d'amener des auteurs et des cinéastes. Ils ne supportent pas de mettre Linklater devant un fond vert parce qu'à la limite, c'est pour ça que Linklater était là, c'était pour être un cinéaste et en fait, le mec dirige rien. À partir du moment où on se dit, bon, peut-être qu'il y a eu la flemme, peut-être que la rotoscopie, elle recouvre trop de choses, même si je pense que l'idée développée par Maud est vraiment très intéressante et en soi, mettre du vernis sur la guerre, c'est pas forcément grave de la part d'un film, si jamais il en parle. Et c'est là où, effectivement, on ne sait pas trop, parce qu'on est chez Linklater, donc on ne sait pas toujours tout. Mais je pense que la rotoscopie, au bout d'un moment, c'est quand même un film sur les années 60, en tant qu'elles ont été une espèce de boom dans le mode de consommation de produits, d'emballage, de publicité. Il y a des choses qui sont assez incroyables dans le film, des choses que des gens qui ont grandi dans les années 60 m'ont raconté. C'est notamment le fait qu'il y avait des enfants qui couraient dans des insecticides, qu'il y avait des enfants qui nageaient dans des piscines avec un taux de chlore qui était beaucoup trop élevé, qu'il y avait des gosses qui suçaient des glaces et qui, en fait, leur langue restait collée dessus et il fallait tirer d'un coup sec et saigner un bon coup pour s'en sortir. En fait, il y a quelque chose d'une agressivité permanente dans ce film. Moi, je vois pas du tout le film comme quelque chose de uniquement reposant. Et moi, c'est ce que j'adore dans les années 60, c'est le fait que c'était n'importe quoi. À partir du moment où ça arrive à des enfants, on se rend bien compte qu'à ce moment-là, il y avait une espèce d'inconscience totale et une inconscience qui passait dans la consommation. Il y a quelque chose qui s'est joué dans ces États-Unis-là,
dans cette Amérique-là, qui n'est pas toutes les Amériques, qui a été une espèce de point culminant d'une espèce de société de consommation, qui est retournée vers la rotoscopie parce que ça se joue vachement sur les images. Et ce qui m'intéresse dans le film, c'est que là, on a beaucoup parlé des images d'archives, on a beaucoup parlé aussi du fait que les acteurs, les actrices étaient rotoscopés. Il y a autre chose qui est retravaillé, c'est des images fixes, sans mouvement. Il y a des affiches de films, des portraits de cosmonautes, et tout ça, c'est retravaillé. Et ça indique la volonté de reproduire une quantité immense d'images, tout comme une époque a produit une quantité immense d'images. La rotoscopie est fondue dans un projet qui, à mon avis, est plus large du film. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a ces images fixes, à partir du moment où le film s'applique autant à revenir sur des couvertures d'un magazine, sur des polices d'écriture, sur ne serait-ce que le style des titres de début de série, de début de film, du dimanche soir, etc. Il y a vraiment la volonté de scanner, pas une époque encore une fois, mais de scanner un flux d'images. La rotoscopie se fond dans un projet plus grand, et le projet c'est quoi? C'est d'avoir une sorte d'imagier. Un peu comme Mon grand imagier de la mer. Et en fait, le film, il fait ça. Il fait Mon grand imagier, pas vraiment de l'enfance, mais d'une enfance dans les années 60 à un endroit particulier. Il y a des choses qui me plaisent beaucoup au début du film, notamment sa famille, ça fait partie des premières familles qui habitent une des premières maisons d'une suburb qui va se développer complètement excentrée de Houston, près du centre de la NASA, d'une espèce de grand terrain qui serait peut-être la campagne, qui serait peut-être déjà une dalle de béton, on ne sait pas trop, sur lesquelles vont pousser petit à petit des maisons, et dans chaque maison va se poser une espèce de colonie. Cette colonie, c'est des êtres humains, ils vivent, ils font leur existence. À la fois, il y a cette espèce d'idée de simulation, et en même temps, cette idée d'imagier, parce qu'à partir du moment où ils sont les premiers à arriver, ils quadrillent tout leur champ de perception, quoi. Et c'est ce que fait le film tout du long. Ce film me fait vachement penser à Monrovia, Indiana, de Frederick Wiseman, où Wiseman quadrillait une ville avec une espèce de fascination pas possible à s'il met sa caméra partout et qu'il s'écarte de plus en plus, au bout d'un moment, il aura cartographié une ville. Son cinéma atteignait un espèce de stade pas possible parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup cartographié des institutions. Ça y est, c'est une ville. Bientôt, ce sera un État et à la fin, ce sera peut-être les États-Unis. Enfin, il y a une espèce de champ des possibles comme ça qui est complètement fascinante. Et il y avait aussi quelque chose de politique là-dedans parce que c'était pas non plus n'importe quel État, c'était pas non plus n'importe quel avis politique. Il y a cette espèce de truc très américain, très états-unien, de devoir cartographier pour faire histoire ou pour faire témoignage de son propre passé, etc. Et en fait, j'ai l'impression que Linklater, de manière plus ou moins intelligente, c'est ça qui fait en premier lieu, et la rotoscopie arrive là-dedans, et à partir de là, moi je trouve que c'est un film qui est assez fascinant, même si le film est relativement ennuyeux dans son fonctionnement. Et je voulais ajouter autre chose, c'est à quel point le film est déceptif, et que c'est relativement surprenant. Déjà, c'est un film qui dit vachement qu'est-ce que c'est que se faire chier quand on regarde la télé, et quand on est des jeunes, et en fait c'est quand même des gens qui passent leur vie à se disputer pour savoir quelle chaîne ils vont regarder des films, mais c'est pas ouf. Et en plus, à avoir la mélancolie du dimanche soir qui consiste à regarder des films ou des cartoons, mais c'est même pas tellement ce qu'il y a regardé qui compte. Ce qui compte, c'est que c'est la dernière chose avant de se coucher, donc la dernière chose avant de retourner à l'école, etc. Et du coup, je trouve que c'est quand même un film de qu'est-ce que c'est que de regarder des images, et des images, ma foi, fort populaires. Il y a cette première modalité du s'emmerder dans ce film-là. Et ensuite, ce truc-là de s'emmerder en regardant un écran, c'est ce qui va se passer avec Apollo 11, donc la vraie mission. C'est-à-dire qu'en fait, les gosses qui ont regardé la télé pendant 3 jours, pendant que les 3 types étaient en train de voler vers la Lune, ils se sont ultra embêtés en fait. Alors que c'était censé être enfin l'apothéose de tout ce dans quoi ils vivaient. Ils sont dans une espèce de parc d'attractions Astroland pendant toute la journée. C'est le 3e jour, c'est le moment où à tout moment les 3 hommes peuvent arriver sur la Lune. Et en fait, quand ils rentrent, ce n'est pas le résultat de ce parc d'attractions. Ce n'est pas aussi bien, c'est pas si chouette que ça que des gens aillent sur la Lune. Et aussi, on le sait tous, les images, elles étaient de mauvaise qualité une fois sur la Lune. Mais surtout, autant ils ont pu s'arranger pour s'auto-filmer sur la Lune, autant c'était quand même impossible d'envoyer 2 fusées, c'est-à-dire une fusée qui aurait fait le trajet et une autre fusée qui aurait eu genre toute l'équipe de France Télé pour filmer la fameuse fusée pendant les 3 jours. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant 3 jours, il y a des gens qui ont entendu des politiques parler, qui ont entendu des scientifiques parler, et en fait, les gens, ils avaient quoi à la télé? Ils avaient une espèce de vieille reconstitution, simulation de la NASA trop nulle, parce qu'en fait, c'est juste un soi-disant vaisseau qui soi-disant vole, mais c'est pas du tout ce qui est en train de se passer. Donc il y a cette espèce de déception-là, de cette époque-là, qui a été notamment portée par ça, par le fait que la télé, c'était pas vraiment réfléchi, et la preuve, c'est que les images sont pas folles une fois qu'ils arrivent sur la Lune et qu'ils mettent en place tout leur schmilblick pour s'autofilmer. Et en fait, la grande promesse de Apollo 10 quand le film commence, c'est de dire nous, on est avec un narrateur qui est vraiment allé sur la Lune, donc en fait, ces espèces d'images de folie, ce fait que ce trajet, on va pouvoir le montrer, ça va être trop bien. La rotoscopie va nous permettre de voir un trajet qu'on n'a jamais vu. Mais je crois pas. En fait, le film ne fait pas ça. Et pour le coup, là, je crois que c'est vraiment conscient. Le film, il emmerde son spectateur avec un récit d'un gosse qui est pas folle. On va vraiment voir Stanley, le narrateur, faire ce soi-disant trajet vers la Lune où il va marcher
Et ça ne vient pas combler ni des images inexistantes, ni des images non excitantes avec tout à coup une séquence qui serait complètement folle. Il y a une manière de compléter qui est lacunaire parce que je pense aussi que le film est triste, nostalgique, mais aussi mélancolique. Une fois qu'il intercale le trajet de Stanley grâce à la rotoscopie, grâce à la fiction, grâce au mensonge, grâce à tout ce qu'on veut, tout ce que le film a à dire, c'est que de toute façon, si on y avait été, on se serait fait chier. Quand quelqu'un est dans un module lunaire, il n'est pas ultra heureux. Parce qu'il voit la Terre, parce qu'il est tout seul, parce qu'il pense à sa famille, parce qu'il pense à sa vie. C'est aussi un anti-fétichisme des images. Il n'y a pas de grandes images. On n'a pas loupé des grandes images quand on n'a rien vu, quand les gens sont allés sur la Lune. C'est qu'en fait, même si on avait été là, il y aurait peut-être eu que des petites images. Là où j'aime beaucoup Apollo 17 nuits, c'est que c'est un petit film qui fait des petites images à des endroits où on avait encore pu croire qu'il y avait une grande mythologie, un grand récit. Évidemment, on l'a beaucoup dit, mais il y a quelqu'un qui parle. C'est Stanley, qui est beaucoup plus vieux qu'au tout début de l'émission. C'était des choses qui pouvaient prêter à la critique, parce que je comprends que ça fait un film qui parle tout le temps, et je sais pas si ça vous intéresse, mais ça pourrait être chouette de bifurquer un peu de la rotoscopie et peut-être d'arriver à cette autre grosse dimension du film, qui est du fait qu'il y a quelqu'un qui parle tout le temps. Ce que je vous propose, c'est de soit euh, revenir sur la rotoscopie, soit avancer vers une autre idée que vous avez sur un coin de votre feuille, soit de partir vers cette petite excursion thématique qui serait la voix dans le film. Je voudrais juste rebondir sur ce que tu disais par rapport à la fabrication. À un moment dans le film, il parle du faux gazon. Et moi, je suis assez fasciné par ce moment-là. C'est un peu ce que le film est. Le film, c'est du faux gazon. Les sportifs, ils aiment pas jouer sur le faux gazon, c'est chiant. Mais en fait, on est quand même trop content d'avoir ce faux gazon et c'est le futur. Le film est très conscient de cette manière de refabriquer des choses, mais de les refabriquer en moins bien ou en mieux. Quelque chose qui enlève leur essence. On fait du faux gazon, on fait des fausses années 60. C'est dit verbalement dès le début, par une voix off qui est très consciente de cette fabrication-là. À un moment, il dit tout ce qui est fait par l'homme, c'est mieux que la rotoscopie, c'est refaire manuellement quelque chose, presque comme si on refabriquait une image par l'homme. On ne prend pas quelque chose qui existe, qu'on mettrait en forme, qui serait organique, mais on fabrique quelque chose à partir d'un environnement numérique et donc de quelque chose qui est très très humain, mais qui du coup va être froid ou qui va avoir des choses en moins, qui va être vidé de quelque chose d'autre qui serait plus organique, plus naturel. Tout ça, c'est affirmé par la voix off, et c'est pour ça que je pense que le film n'est pas forcément si complexe. Par sa présence permanente, elle va tout le temps nous dicter ce qu'on voit et mettre tout en contexte. Elle fait comme ce que la rotoscopie fait, elle vient tout aplatir, tout mettre au même point, mais tout subjectiviser aussi, mais d'un coup, tout mettre à distance également. Et c'est pour ça que j'aime bien le film aussi, c'est que quand Alexandre, tu dis qu'il n'y a pas de mise à distance critique, moi je pense que c'est mis en place par différents mécanismes. La rotoscopie avec son vernis et son aplanissement et cette sorte de refabrication du réel, un réel en plastique, et après par cette voix off qui non seulement est une voix off de film américain extrêmement classique, enfin c'est vraiment un cliché d'avoir l'arrêt sur image, le rembobinement et la voix off qui vous dit c'est moi, comment je me suis retrouvé dans cette situation. C'est un film, il n'y a pas de mystère, c'est un film, il n'y a pas de profondeur, il n'y a pas de multiplan, il n'y a pas de perspective, tout est au même niveau tout le temps. Et l'image produite du film, du coup, c'est une image qui est très 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 plate. Et en plus, du coup, le discours qui est produit par le film, puisqu'il est tout le temps très conscient, rétrospectif, finalement très clair, très bien écrit, qui vient tout saper. Tout ce que le film pourrait faire de grandiose va être sapé par une voix off qui va dire « Ah, voilà ce qui se passait. Ah, je me suis endormi. Ah, je regardais la 4e dimension. » C'est pour ça que je trouve ça intéressant qu'il y a eu tout ce discours au niveau des Oscars. Le film est un film à Oscar aussi. Il s'intègre très consciemment dans toute cette industrie-là de la reproduction, du plastique, du succès, de la performance. Le film est vraiment un produit à la fois de 2022, mais en même temps des années 60. Enfin, c'est assez rigolo, cette sorte d'ambivalence que le film va avoir, et c'est riche d'en parler comme un projet de Netflix que de gagner un Oscar. C'est vraiment un film en toc, quoi. Et j'aime bien ça. Mais comme les années 60 étaient du toc, enfin, tout était fabriqué, quoi. Et c'est dit par la voix off. Donc un film en toc, et je te vois pas mal t'agiter, Alexandre, donc avec plaisir pour t'entendre à ton tour. Je pense qu'il y a une scène qui quand même couvre du mystère, notamment cette scène à la fin du film de la famille qui regarde l'alunissage alors que les enfants sont en train de somnoler après leur journée passée au parc d'attractions. C'est le montage alterné qui se passe entre l'enfant qui regarde vaguement les images et se voit vaguement être sur la Lune et voit par contre assez nettement le vide spatial. Au moment où du coup Neil Armstrong parle de la désolation à laquelle il fait face, il y a ce paysage des mers lunaires qui se développe devant lui. À ce moment-là, je vois toute cette fatuité de l'imagier qui soudain s'entrouvre. Il y a soudain un pas de côté qui se fait. À ce moment-là du film, j'étais purée, là, il commence à se passer un truc intéressant. Bon, tant pis, c'est déjà fini. Parce qu'on sortait un peu de cet imagier très insouciant, donc à la fois très enfantin, mais aussi très cruel, mais qui va, dans sa surface très acidulée, très pop, etc.,
ne va jamais pouvoir vraiment cacher ce qu'il y a en dessous, à la fois la menace entre guillemets russe, la menace entre guillemets nord-américaine, mais qui est forcément là. On est face à une société qui serait prête à se mettre en danger parce qu'ils doivent mettre en place ce qu'on appelle vulgairement l'American Way of Life, quoi. Et d'ailleurs, les enfants eux-mêmes semblent s'en méfier, ou en tout cas ne pas vraiment y croire. Quand ils envoient de la nourriture aux enfants vietnamiens, ils y croient pas eux-mêmes, ou comme quand ils font les exercices de se mettre sous les tables pour éviter le blast d'une attaque nucléaire. Je reconnais que cette scène finale me plaît quand même beaucoup pour ce qu'elle contrebalance du reste du film qui m'inquiète plus qu'autre chose. Je le ressens peut-être un peu trop fort, cette violence que tu évoquais. Je reviens sur ce que je disais au début, peut-être dans mon top, Scanner Darkly est nettement plus déceptif au final. Je tiens à revenir aussi sur ce que j'ai pu dire au début, c'est-à-dire que je disais que le film racontait rien. Maintenant que je vous ai entendu et je trouve que vous parlez très très bien du film, je pense vraiment que c'est un film qui raconte quelque chose et qu'il raconte d'une manière qui est finalement à la fois consciente d'elle-même et en même temps pas trop consciente de ce qu'elle fait. Et là, on va en venir à ma fameuse théorie. D'abord, j'aimerais quand même dire que je trouve que ton rapport au film, Agathe, et aussi toi, Maud, je le trouve assez normal, c'est-à-dire que moi aussi, je suis sensible aux images, je suis sensible aux petites choses qui font une époque. Et ce côté imagé, c'est quelque chose que j'ai trouvé assez séduisant. Quand je regardais le film, je me disais pourquoi j'aime un peu ça quand même. Je prenais quand même un peu de plaisir à voir toutes ces images qui arrivaient comme les bonbons Haribo dans la fameuse pub en 3D sur le visage du spectateur. Au bout d'un moment, je me suis dit, mais oui, en fait, c'est vraiment un catalogue. Et je suis pas d'accord avec Maud. Quand tu dis qu'il y a quelque chose qui n'est pas mythologique, je pense que c'est quelque chose qui est profondément mythologique. Et je pense que tu en as conscience aussi, puisque tu parlais du film comme étant quelque chose de très américain et qui sert une mythologie américaine de la classe moyenne. Quand je dis classe moyenne, je parle de notamment ce qu'a pu dire Nathalie Quintan dans son livre Que faire de la classe moyenne, qui est un livre complexe que j'ai pas totalement saisi, mais la classe moyenne, selon Quintan, c'est une classe qui est dans une forme de normalité qui n'est jamais réellement questionnée, c'est-à-dire que les gens vont se voir comme des personnes qui sont une sorte d'individus moyens et qui n'est jamais réellement vu comme pauvre ou comme riche, vraiment dans cette espèce d'entre-deux qui composerait la classe moyenne. Ce film-là est vraiment dans quelque chose d'assez effrayant dans cette idée d'accumuler les images pour construire une forme de normalité absolue. Quand, par exemple, la sœur dit Ah, ça c'est bien vrai », quand un habitant de Harlem dit que l'argent qui est mis pour la conquête spatiale, ce serait bien qu'elle arrive peut-être pour les personnes les plus pauvres, bah oui, je suis d'accord avec cette personne-là et j'aurais peut-être préféré voir le film de cette personne-là, sauf que le film de cette personne-là serait pas le film de la normalité, le film de l'américanéité telle qu'elle est vue dans son versant le plus classique. Et de fait, c'est une fiction qui ne serait pas la fiction dominante. Et je pense que ce film-là essaye réellement de créer une fiction dominante qui n'est jamais réellement remis en question, au-delà de quelques petites pas de côté qui vont se faire à travers une série de métadiscours que, notamment Maud, tu as bien exploré et que Agathe aussi. Et je pense que c'est des choses qui peuvent être dites sur le film, mais c'est forcément des choses qui vont arriver avec une connaissance qui est celle d'un spectateur, lui aussi de classe moyenne, qui va avoir ce réseau d'images des années 60 qui forcément n'est pas celui d'une personne qui ne veut pas être un tant soit peu cultivé sur l'époque que ça était. Et je ne pense pas que c'est le film, par son accumulation d'images que je trouve très superficielle, qui va l'éduquer à ce niveau-là. Bon, je demande pas au film d'éduquer les spectateurs. Moi, c'est pas un truc qui me dérange. Je ne suis même pas dérangé, en fait, par ce côté très nostalgique du film. Mais ce qui me dérange, c'est que ce côté nostalgique n'est jamais mis en relief par rapport à une histoire qui serait une histoire particulière. Je ne pense que c'est un film, comme l'a dit Agathe, qui essaye de résumer les années 60, mais n'essaye pas de résumer totalement les années 60 et essaye de résumer les années 60 de la classe moyenne et vraiment de cette classe moyenne qui est tellement vue comme une classe moyenne normale qu'elle finalement devient les années 60 à travers ce qu'on imagine être les années 60, ce qui est forcément réducteur par rapport à ce que ça a été. Donc du coup, les années 60 devient quelque chose de l'ordre de la mode, de l'ordre du motif, et jamais quelque chose de l'ordre de l'historicité matérielle qui, de fait, remettrait plus en avant des choses qui sont plus politiques et plus sociales. Et c'est là que j'en viens à une théorie peut-être un peu auteuriste par rapport au cinéma de Linklater. Je pense que le cinéma de Linklater, c'est un cinéma de l'idéalisation de la classe moyenne. Quand on regarde ces films, toute situation qui pourrait être peut-être un peu
violente ou gênante est toujours remis en place dans l'économie narrative du souvenir. Par exemple, dans Dazed and Confused, qui est un film que j'aime pas du tout, il y a des jeunes garçons qui font un sale coup, je crois, à des garçons plus vieux, et pour les punir, le garçon plus vieux va lui foutre une fessée. Cette scène-là, dans le film, elle n'est pas mise en scène comme quelque chose qui est de l'ordre de la violence, elle est mise en scène de l'ordre du pittoresque, avec un ralenti, une musique, l'enfant qui est un peu en train de se crisper, mais au final, c'est une scène plutôt anecdotique, juste un souvenir dans une vie. Et Linklater, ce n'est que ça. Par exemple, Boyhood, ce n'est que des souvenirs qui sont vus à travers la lorgnette de la nostalgie du temps qui passe. Quand le héros débat avec passion de ses convictions politiques, et ben, on sent que là aussi, on est de l'ordre du superficiel, comme l'adolescente qui est vaguement révoltée par rapport à l'argent qui est injecté au projet d'Apollo 10,5. Mais au final, bon, bah, c'est un truc qui nous aura envoyé des étoiles dans les yeux. Même dans Waking Life, qui est le film de Linklater que j'aime le plus, il y a vraiment une espèce de philosophie américaine très très normative et très caractéristique de ce qu'on peut entendre sur les facs universitaires aux États-Unis et de ce que j'ai pu lire, très libéral finalement, auquel Linklater échappe jamais. Et ça peut donner des choses qui sont assez belles parfois quand elles sont mises en valeur dans une histoire qui est plus de l'ordre de l'expérience individuelle, où on arrive quand même malgré tout à retrouver cette individualité. C'est pour ça que Boyhood, j'aime ce film-là, parce que j'ai quand même l'impression d'avoir le parcours d'un enfant en particulier, alors que là, dans Apollo 10,5, j'ai l'impression d'avoir le parcours des années 60 aux États-Unis d'Amérique comme unique horizon, même si j'ai bien compris qu'il y avait d'autres choses qui pouvaient être touchantes pour d'autres spectateurs. Bah, du coup, si je perçois toute une part de ce que tu dis, notamment parce que quand j'ai revu Boyhood, moi c'est un film que j'aime énormément, mais où je trouve des faiblesses que je vais pas tout évoquer, mais j'y trouve notamment la faiblesse que la mère du gamin dans Boyhood, elle a quand même des énormes soucis, elle va avoir un mari violent, elle va faire une reprise d'études alors qu'elle a deux gosses, voire de temps en temps les gosses de ses mecs, etc. Elle va faire des emprunts d'argent, etc. Et au final, tout va plutôt bien se passer pour elle. Elle va finir par donner des cours, etc. Et il y a ce truc-là un peu chez Linklater, toute une espèce d'esthétique effectivement de quelque chose qui serait finalement une classe moyenne, à défaut d'être une classe qui se revendique et s'affiche avec des difficultés, avec des accros dans le fait d'être une classe. Je voudrais revenir sur deux points. Le premier point, tu parles de Dazed and Confused, d'une violence qui n'en serait pas une. Pour moi, le moment de la fessée, c'est une ultra-violence. Parce qu'en fait, on n'est pas dans des gamins qui sont poursuivis par des gens plus âgés, on est dans des gamins qui sont à leur dernier jour de lycée. Et bientôt, ils iront à l'université, quelque chose comme ça. Et ils savent qu'ils vont se faire bisuter. Ils savent que le châtiment, c'est une fessée avec une batte de baseballeur, parce qu'ils sont poursuivis par des gens qui font 2 fois leur taille, 2 fois leur poids. Ça veut dire aussi parce que tout le campus états-unien a produit de virilité et de conneries et de violence, et ça je crois que le film le montre aussi, c'est quand même des gosses qui sont relativement apeurés, qui se courent derrière des voitures et tout, qui finiront par se faire attraper, et le moment de la fessée avec la batte, elle est très violente. Il y a vraiment une appréhension que ces gosses-là se fassent déterrer, et quand ils se font déterrer par ces espèces de grands gars, c'est pas du tout rigolo. Et par ailleurs, à la fin, ils se vengeront, ça veut dire qu'ils ne feront jamais alliance au cours de la longue pérégrination qu'ils effectueront pendant tout le film, qui se passe plus ou moins pendant une nuit. Ce qui est intéressant avec Dazed and Confused, c'est un film qui n'arrive jamais, où des gens errent dans la nuit à la recherche d'une fête, et quand ils y arrivent, ils s'en fichent. Et après, ils continuent de chercher autre chose, et ils savent pas ce qu'ils cherchent. Le temps n'arrive jamais à passer. Les films de Linklater sont des espèces de grands couloirs, et tout glisse. Il y a quelque chose assez beau. La dernière chose qui m'intéressait, Maud s'est chargée de dire que finalement le film il incorpore cette espèce de conscience des images dans son propre fonctionnement. Et ce qui me semble intéressant, c'est aussi que le film incorpore le fait qu'il va faire un inventaire des modalités du récit, de qu'est-ce qu'il va raconter. Il y a quelqu'un qui parle tout le temps, et en même temps j'ai l'impression qu'à chaque fois, il faut débusquer le fonctionnement d'une image. Il y a un moment parmi d'autres qui m'avait marqué, c'est un moment où il regarde des espèces de films un peu série B, et notamment un où c'est un homme qui réveille un golem, et à la fin, le golem s'avance dans la mer, et disparaît dans les eaux. Le narrateur dit ce golem il est jamais revenu parce que en fait à cette époque-là on connaissait pas tout ce qui était saga, série à répétition, gens qui ne meurent jamais. J'ai l'impression que c'est un choix d'auteur, un homme qui à un moment donné décide que ça vaut le coup de raconter son enfance. Parce que son enfance, elle porte des modalités de récit, des manières de raconter des histoires qui n'existent plus et qui valent le coup, et ça vaut le coup de s'en poser comme témoin, et ça vaut le coup de certifier que ça a existé.
Et en fait, là, je crois que ça rejoint ton avis très intéressant sur la classe moyenne. Moi, le film me touche aussi par ça, par le fait qu'il va y avoir des manières de raconter qui ne sont plus. C'est un témoignage de cinéma. Et c'est tout le problème, en fait. Ça, on peut le faire seulement sur la base d'une certaine neutralité. Et en fait, cette neutralité, c'est aussi cette espèce de classe moyenne dont tu parles. Il n'y a que cette neutralité-là qui fait que, au bout d'un moment, on fait le point. Et ce point-là, il a toujours des lacunes. Ce point-là, il y a toujours des choses qui se disent pas. Ça aide aussi à aller voir c'est quoi les autres choses. Moi, j'entends ce que tu dis et je comprends. Et en même temps, j'ai l'impression que c'est tout l'intérêt de Linklater, finalement. C'est pas un film d'enfance, c'est l'enfance d'un petit garçon. C'est l'enfance du cinéma, d'une certaine manière. Si on prend le cinéma comme un gros objet et pas tout ce qui le constitue, etc. Si vous reste un temps soit peu de salive, vous allez avoir un défi, c'est de donner une recommandation. Donc désolé Maud, mais c'est toi qui commence pour la recommandation. Mais au moins après, tu as fini. Quand j'ai décidé de participer à l'épisode, j'avais pas de recommandation, du coup j'ai lu des mangas et j'ai regardé des animés pour essayer d'en trouver et j'ai rien trouvé qui valait le coup, sauf un petit manga de Moto Hagio qui s'appelle Léo, qui est un manga en un seul volume. Et c'est un manga comique qui va raconter la vie de son chat, qui va à l'école, qui va genre draguer des meufs, qui va genre au parc, qui va au restaurant et se désole du fait qu'il n'y a pas de pizza à la souris. C'est un manga qui est à la fois très très drôle et en même temps, moi qui me fend le cœur à peu près à toutes les planches, parce qu'en fait c'est un chat qui fait de son mieux et qui n'arrive pas à faire bien. C'est-à-dire que quand il va à l'école, il se fait tout le temps engueuler par la maîtresse parce que, bah, je sais pas, il se lèche les fesses pendant qu'il est en train de chanter, tu vois, et donc ça se fait pas, et donc la maîtresse, elle lui dit, faut pas faire ça. Donc il y a vraiment une sorte de dissonance très très rigolote et sur laquelle Moto Hagio joue très bien, je trouve, entre un chat qui est très candide, qui est plein de bonne volonté, qui est adorable, qui est très comique, et un univers qui va être très concret et qui va être assez réaliste, qui est celui des humains, et dans lequel le chat peine à s'intégrer. C'est pas du tout un mélodrame, hein, le manga, hein, c'est vraiment plutôt comique, et à la fin de cette journée, qui se passe très très mal, donc Léo finit en pleurs. Finalement, il décide de plus jamais retourner à l'école, et sa maman lui offre du flan et tout va bien en fait. Il n'y a pas de problème, les choses se résolvent de manière très heureuse puisque bah, c'est un chat, il s'en fout en fait. Sauf une histoire assez bouleversante, c'est un basculement du point de vue. C'est une des écolières qui observe Léo de loin et regrette de ne pas avoir pu l'aider lors de sa journée où il galère. Elle y repense et elle le voit, elle dit « Ah mais oui c'est normal, c'est un chat, il savait pas compter les jetons. J'espère qu'il va revenir demain à l'école. » Sauf qu'en fait Léo il ne reviendra pas à l'école parce qu'il est trop occupé à grimper aux arbres et elle peut pas grimper aux arbres avec lui, elle voudrait et c'est horrible. C'est très étonnant de voir Moto Hagio qui a un dessin très sérieux, très ample, très fin. Elle a un talent pour la comédie et les animaux, et hyper expressif dans le dessin. Et donc à chaque fois que Moto Hagio elle s'aventure dans le genre de la tranche de vie un petit peu comique ou de la chronique, c'est très très réussi ce qu'elle fait. Et du coup je suis très contente que cette œuvre elle soit éditée en France chez Akata. C'est une très bonne porte d'entrée pour voir un petit peu ce que Moto Hagio propose. C'est beaucoup moins intimidant et ample que peut-être d'autres récits qui sont plus sérieux. Mais voilà, j'aime beaucoup ce manga, j'aime beaucoup Moto Hagio en général, et je voulais vous en parler. On va passer à la recommandation de Alexandre. J'en ai même deux. Et je vais d'abord recommander un manga. On m'a offert pour mes 30 ans Le Voyage de Shuna d'Hayao Miyazaki. C'est pas à proprement parler un manga. La postface précise que c'est plutôt un e-monogatari, un récit illustré. C'est super, des pleines pages d'aquarelles, des images avec quasiment pas de texte. Là, il doit y avoir 10 phylactères dans tout l'album. Ça s'inspire d'un conte folklorique tibétain, le prince qui fut changé en chien, donc qui revient sur un prince qui vole une graine à un roi serpent et qui doit revenir chez lui transformé en chien. Donc évidemment, Miyazaki en fait quelque chose de très différent, comme il a pu faire quelque chose de très différent avec la petite sirène, par exemple, dans Pogno sur la falaise. Et on retrouve un embryon de ce que deviendra le personnage d'Ashitaka dans Mononoke, et je dis bien un embryon parce qu'on est très loin de ça. On est encore très proche de choses que Miyazaki travaille au même moment dans Nausicaa, avec des dieux géants auxquels on sacrifie des esclaves. Malheureusement, c'est juste un aller parce qu'il est censé faire le voyage retour, mais on n'a pas l'album du voyage retour. Et sinon, vu qu'on parlait de Houston, j'ai écouté un podcast il n'y a pas longtemps à propos d'un film tourné à Houston, donc en 2021-2022. Ça s'appelle Ghost Song de Nicola Peduzzi. Ça suit plusieurs personnes, c'est un documentaire un peu fiction, et on suit notamment une rappeuse qui s'appelle OMB Bloodbath, qui participe d'une scène endémique, si on peut dire, de Houston, qui est le screw, une forme de rap ralenti et scratché, et aussi un jeune homme qui vient d'une famille très privilégiée, mais qui se voit déshérité et qui est tombé dans les affres de la toxicomanie. Et le tout est nimbé dans l'ambiance de la saison des ouragans qui se prépare à arriver au-dessus de Houston. Donc il y a toujours un bruit tonitruant qui semble un peu menacer ces personnes alors qu'elles essayent de joindre les deux bouts. Et le podcast qui l'accompagne, qui est disponible sur Spotify, est vraiment intéressant.
Ça permet de revenir un peu sur l'historique de la ville et de sa culture musicale underground. Quand je dis de la ville, on comprend comment certains quartiers se sont construits. On va pas jusqu'au suburb de Apollo 10,5, mais en tout cas, les quartiers qui au début étaient très aisés avec les grandes maisons victoriennes avant de devenir les quartiers où sévissent à présent les gangs, quoi. Enfin, c'était les deux petites recommandations. Merci pour ces 2 recommandations. Simon, c'est à ton tour. Fatih Cuisinier avec Fatih Arbuckle et Buster Keaton. Un super court-métrage totalement burlesque, frappé, où il se passe n'importe quoi. C'est vraiment chaotique. Un enchaînement de situations comme dans un rêve. C'est pas du tout comme les films de Buster Keaton qui sont plus sophistiqués dans leur manière de mettre en scène les gags. Là, on est vraiment dans du pot de banane, mais cocaïnomane. C'est vraiment très très bien. L'autre recommandation, beaucoup plus longue, ça c'est clair, c'est Au bas fragile de Jacques Rivette. Il est connu pour faire des films qui sont interminables, avec des personnages qui déambulent dans Paris. Mais ça ne veut pas forcément dire que ce sont de mauvais films. Au contraire, les films de Jacques Rivette, ils sont pleins de mystères, ils sont pleins de personnages que tu rencontres au détour d'une balade et qui s'avèrent être des espions engagés par tes parents, ou ce genre de choses. Et Au bas fragile, moi qui adore les galeries de personnages, j'ai été servi puisqu'on apprend vraiment à se plonger dans cette vie. Ça donne envie de découvrir les gens dans la rue et d'explorer leur vie, de les espionner pour voir quelles sont leurs histoires cachées. Et surtout, le film de Rivette, il a des tas de scènes dansées dans une sorte de dancing qui sont absolument réjouissantes. Moi, j'adore. J'espère que vous le verrez malgré sa durée de presque 3 heures, mon Dieu. Mais ça vaut le coup, je dirais. Effectivement, c'est un trop chouette film. Moi, je vais faire une recommandation assez rapide, qui est une dédicace à David Preslin, qui est la personne qui m'a fait découvrir cette chose. Cette chose, c'est une radio qui s'appelle Radio Mulot, comme le petit rongeur, et qui émane du service radiophonique qui s'appelle France Museau, et qui est entièrement géré par une seule personne. À la base, Radio Mulot, c'était une radio pirate de Nantes, mais on pouvait l'écouter que sur les ondes et il fallait la chercher parce que c'était vraiment quelqu'un qui changeait parfois d'antenne, de lieu, etc. Et c'était pirate notamment parce que cette personne, quand elle passe des cassettes ou des CD, elle ne paye pas de droits et elle les passe en intégralité quand on écoute un CD. Ça va durer 1 heure et demie. Il n'y a aucun commentaire, la personne ne parle pas. Je crois que je l'ai déjà croisée à Nantes, mais seuls les initiés savent la reconnaître et peuvent s'adresser à elle en tant que personne qui a cette radio pirate. Et il y a quelques temps, cette radio, elle a été définitivement supprimée. Du coup, elle est passée sur Internet, ce qui permet à n'importe qui désormais d'avoir accès à cette super radio. C'est juste hébergé par Free. Et si vous tapez Radio Mulot, France Museau dans votre moteur de recherche, il y a des chances pour que vous la trouviez. C'est juste trop bien, ça diffuse du son H24 et il y a encore une fois personne qui parle, il va juste y avoir des CD qui se suivent, des cassettes récupérées par cette personne-là. Shazam ne marche quasiment pas quand vous écoutez Radio Mulot, comme si H24, il y avait des petites raretés qui étaient diffusées en permanence. Enfin, moi, j'écoute ça quand je me tape des insomnies ou quand j'ai des boulots à rendre et que je suis en retard, ou juste quand j'ai envie d'écouter de la musique que je connais pas. Et sur cette recommandation, je vais mettre fin à cette émission. Je vais remercier les participantes qui m'ont bravement accompagné dans cette conversation. J'ai personnellement beaucoup aimé retraverser ces 3 films-là de Linklater, même si c'était avec des hauts et des bas. Je vais aussi remercier Croquis qui nous fait le super design de l'émission. Je vais aussi remercier le Cannibal Consortium pour leur accueil et pour nous permettre d'enregistrer dans d'excellentes conditions cette émission. Et puis, je vais vous dire de ne pas hésiter à regarder leur Patreon aussi, à vous intéresser un peu à tout ce qu'ils font et peut-être éventuellement à donner de l'argent si jamais vous voulez nous soutenir, ce genre de choses. Et puis, désormais, je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne nuit, une bonne semaine ou tout ce qu'il vous faut dans la vie. Et puis, je vais vous Bisous. dire au revoir. Au revoir. Ciao, ciao.